Bonjour à toutes et tous, ravi de vous revoir. Et alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, comme ça, j'ai montré mon visage puisqu'on est tous masqués. Et c'est un peu pour protéger tout le monde. Voilà. Alors, il m'est donné une charge de vous expliquer un peu les grandes lignes de la sclérose en plaques. Euh, c'est une maladie inflammatoire auto-immune. Donc ça, vous avez déjà sûrement entendu parler par vos neurologues ou ceux qui s'y intéressent. Donc c'est une maladie où il y a une inflammation importante qui touche le système nerveux central, le cerveau et la moelle, et qui est auto-immune, c'est-à-dire que liée à une erreur des défenses immunitaires qui sont orientées vers nos propres constituants du corps et non pas contre des agents extérieurs. C'est une maladie qui est extrêmement handicapante, c'est la deuxième cause d'handicap du sujet jeune, et elle a un tropisme féminin avec au moins un ratio de 3 femmes pour un homme. En France, on considère qu'il y a une personne sur 1000 qui va présenter des symptômes de sclérose en plaques, et la prévalence, c'est-à-dire la survenue de la maladie, a un gradient nord-sud. On a beaucoup plus de personnes atteintes de sclérose en plaques, plus on monte dans les latitudes du nord et moins vers le sud, et inversement dans les pays de l'hémisphère sud. Donc, on en a beaucoup plus en Scandinavie, dans les pays du nord, et moins chez nous. Quoique les choses un peu changent, il y a de plus en plus de maladies auto-immunes dans les pays plus méridionaux, probablement par un changement de notre environnement. Et on revient aux facteurs de la maladie. Donc, si j'ai bien entendu, Jean, tu vas en reparler tout à l'heure avec l'idée du… Donc, ce n'est pas une maladie avec une cause unique. Donc, ce n'est pas je l'ai attrapé, ce n'est pas le Covid, c'est pas ça. Il y a un terrain génétique, il y a une prédisposition. Donc, on est avec un certain nombre de gènes qui nous prédisposent, oui ou non, à développer certains types de maladies. Il faut qu'il y ait un facteur extérieur, comme une graine qui vient sur un terrain fertile. Cet élément extérieur peut être peut-être une infection virale, on en reparlera, mais peut être aussi des contacts avec d'autres, peut-être stimulants et autres facteurs modifiant l'immunité. Peut-être dans nos intestins, peut-être le biotope intestinal a un rôle à jouer. Il y a beaucoup de travaux en ce moment là-dessus, même si rien n'est prouvé. On sait aussi qu'il y a des facteurs qui favorisent le tabagisme, la baisse de vitamine D, le surpoids. Donc peut-être que ça expliquerait le gradient nord-sud, mais aussi l'environnement hygiéniste. Trop de propreté peut-être va entraîner l'apparition de réponses immunitaires un peu erronées. Et puis, donc toujours la sensibilité individuelle. Qu'est-ce qui est touché dans cette maladie? En fait, il y a des cellules qu'on appelle dans notre cerveau, il y a les neurones, ceux qui font notre activité, il y a les cellules qui sont autour, qui structurent le cerveau, qui sont hyper importants dans la gestion du bon fonctionnement de notre cerveau, on appelle les oligodendrocytes, et qui font la myéline, c'est-à-dire c'est la gaine qui entoure les nerfs et qui permet d'améliorer la communication entre les cellules nerveuses. Et c'est cette gaine qui est touchée par la maladie auto-immune. Il va y avoir la création de… vous avez beaucoup entendu pendant le Covid, les antigènes, les anticorps. Donc, c'est des protéines qui vont déclencher une réaction immunitaire et le corps va déclencher une réponse, qu'elle soit médiée par des anticorps contre des antigènes. Les antigènes seraient des protéines de la myéline et les cellules inflammatoires vont attaquer la myéline. Ça va donner des ruptures de la conduction, des ruptures complètes du nerf, donc de l'axone, et c'est responsable des symptômes cliniques de la maladie. Donc, pour une raison multiple, sur un terrain prédisposé, création d'une réponse immune inadaptée, dirigée contre les protéines de la myéline. Cette protéine est faite par les oligodendrocytes et il va y avoir une action soit par des anticorps, soit par des cellules tueuses et qui vont détruire cette myéline. Ça vient par vagues et ce n'est pas continu. Mais il y a, et ça va toucher donc plusieurs parties, soit des substances blanches ici dans le cerveau, au niveau du nerf optique, dans la moelle épinière,
C'est possible. Donc, chaque fois qu'il y a un ralentissement ou une destruction de la conduction nerveuse, ben, il y a un symptôme. Quelquefois, ce symptôme est invisible, on en reparlera, et quand il peut y avoir réparation à distance, et donc on peut récupérer. Il y a à 85% des cas, c'est des phénomènes immunitaires aigus qui viennent par période, qui vont durer un certain temps puis se calmer. Mais il y a aussi une partie qui est une inflammation plus chronique, qui est plus discrète et qui touche en fait le cortex, donc la substance grise cette fois-ci. Jusqu'à maintenant, on parlait de l'atteinte de la substance blanche, l'endroit où se trouvent les axones, donc l'endroit où se trouve la connexion entre les nerfs. Mais en fait, on a appris ces dernières années qu'il y a aussi une inflammation chronique à bas bruit qui est présente et qui est responsable au moins en partie de certains aspects de la maladie. Cette inflammation qui est à bas bruit et très lente, très chronique, peut donner un aspect dit de maladie neurodégénérative, donc une maladie qui progresse lentement, sans les grandes poussées, les inflammations qu'on connaît dans la maladie classique. Mais elle existe toujours et c'est peut-être le facteur principal du handicap au long cours. Donc la cible, la myéline, le mécanisme c'est l'auto-immunité, une erreur, et ensuite les symptômes, et on va récupérer plus ou moins bien en fonction de la réparation possible. Bon, ça c'est pour expliquer un peu la même chose. Je vais passer là-dessus. Donc, ce que ça va donner, tous ces phénomènes inflammatoires, ça va donner des symptômes. Alors, il y a des symptômes évidents, ce qu'on appelle les symptômes visibles, comme par exemple une paralysie, un trouble de l'équilibre, une instabilité, des troubles de la parole, mais il y a aussi des symptômes un peu plus discrets, comme des troubles de l'audition, de la vision, des troubles sphinctériens, des difficultés pour retenir ses urines ou aller à la selle. La fatigue est un des symptômes très importants et qu'on ne voit pas, évidemment, et les troubles du fonctionnement cérébral, la mémorisation, quelquefois même il y a des poussées psychologiques. Donc, ça dépend, ces symptômes dépendent de la zone qui a été atteinte par l'inflammation. L'évolution de cette maladie, elle va évoluer selon plusieurs modes, on va dire. Globalement, il va y avoir des poussées, plus ou moins avec des séquelles. Et on parle aujourd'hui, comme on est capable de faire un diagnostic très tôt, on parle de maladie cliniquement isolée quand il y a un seul symptôme, une syndrome est cliniquement isolé, mais on est capable de savoir si et on la classe comme étant actif ou pas actif pour pouvoir diagnostiquer la maladie d'emblée. Donc, dans 85% des cas, c'est ça. Une inflammation, on va avoir des symptômes. Ces symptômes vont peut-être se répéter de manière différente, à différents espaces dans le temps. Et ce qui compte pour nous, c'est est-ce qu'il existe une activité, parce que ça va médier notre décision thérapeutique, les propositions thérapeutiques qu'on va faire. On reviendra là-dessus. L'autre possibilité, c'est qu'il y ait une progression de la maladie. Donc, une maladie qui progresse lentement, ça correspond à une accumulation de lésions ou une inflammation chronique dans notre cerveau, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Et encore une fois là-dessus, est-ce qu'il y a une activité inflammatoire présente, donc une activité que l'on peut repérer et qui va déclencher une réponse thérapeutique aujourd'hui qui serait différente. La maladie peut être quiescente, donc on a fait une poussée de sclérose en plaques, ne plus bouger pendant des années, ça existe, donc il faut qu'on en tienne compte. Et parfois, ça progresse sans inflammation et continue à progresser, se dégrader, mais on n'arrive pas à mettre en évidence une inflammation, et ça nous pose énormément de problèmes. Alors, le diagnostic se fait par des symptômes cliniques, la plupart du temps. Quelquefois, on peut faire un diagnostic sur une radiologie qui est faite pour autre chose. Quelqu'un qui a une mal de la tête ou qui a eu un traumatisme crânien, on fait une IRM, et d'un coup, on découvre des images qui correspondent à une sclérose en plaques. Ça nous arrive. Mais la plupart du temps, c'est des symptômes cliniques qui vont mener à un des examens clés, qui est l'IRM, l'imagerie médicale en résonance magnétique, qui est le
la révolution de ces dernières vingtaine d'années, trentaine d'années. Associé à ça, la ponction lombaire qui permet de repérer une inflammation diffuse dans le système nerveux et qui nous donne des très très précieux éléments pour à la fois pouvoir poser un diagnostic et aussi avoir des éléments pronostiques. Et il y a un élément qu'il ne faut pas oublier, c'est que quelquefois, il nous faut du temps. Même si on sait faire très vite maintenant, dès la première poussée, on arrive à faire un diagnostic, quelquefois, on n'y est pas. Du premier coup, on n'a pas suffisamment d'éléments. C'est une inflammation du système nerveux central et l'évolution, c'est le temps. Donc, l'examen, je vous disais, l'IRM, qu'est-ce qu'on voit? On voit des taches blanches dans une certaine séquence qui touchent ces différentes régions. On voit l'évolution dans le temps. Par exemple, ici, à 1 an d'intervalle, on voit qu'il n'y avait qu'une seule image. Là, il y en a eu 3 autres. Ils sont 3. Elles peuvent avoir une activité que l'on voit en injectant du gadolinium, où il y a une prise de contraste qui apparaît et donc qui montre qu'il y a une activité inflammatoire en cours, aiguë, même s'il n'y a pas de symptômes cliniques en rapport avec ces images. Donc, on voit des images qui sont en rapport avec la clinique. J'ai une paralysie, je vois une image qui va avec, mais on peut voir aussi des images qui n'ont aucun rapport avec la clinique, qui sont silencieuses ou qui sont plus anciennes quelquefois, et qui montrent que la maladie existe depuis un moment. La ponction lombaire, c'est un geste qui est facile, simple, pas si compliqué que ça. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a beaucoup malheureusement de préconceptions. Aujourd'hui, on utilise des aiguilles très fines, dites atraumatiques. La plupart du temps, ça se passe sans aucun symptôme post-ponction lombaire, qui est un mal de tête qui peut arriver dans les jours qui suivent. Et on recueille le liquide qu'on va analyser, on va rechercher ce qu'on appelle des bandes oligoclonales. Donc, prouver qu'il y a l'existence d'antigènes, d'immunoglobulines, de protéines anormales disposées de manière spécifique et qu'il y a une inflammation dans le système nerveux. Le diagnostic avant, c'était lié essentiellement à la clinique avec 2 symptômes différents dans 2 endroits différents, à 2 périodes différentes pour poser le diagnostic. Aujourd'hui, un symptôme, un événement donc aigu, une IRM plus une ponction lombaire, on peut faire le diagnostic, donc on est beaucoup plus précoce. Les traitements, je ne vais pas m'attarder dessus puisqu'on va avoir un topo là-dessus. Donc, il y a juste globalement des traitements de la poussée, les traitements de fond, les traitements des symptômes, et tout est aussi important l'un que l'autre pour nous. Ensuite, en développement, c'est tout ce qui est la guérison, la remyélisation, la réparation, ce qui n'est encore pas présent. Donc ça, je passe dessus. L'évolution de la maladie, c'est un schéma très compliqué, mais que nous, on connaît bien. C'est en fait dans le temps. Ça, c'est l'échelle du temps, la durée. Ça, c'est les symptômes cliniques ou l'importance des symptômes cliniques. Là, c'est les poussées, donc qui petit à petit vont laisser des séquelles à force de se répéter. Une activité d'inflammation, celle qui est montrée en rouge, qui peut exister même avant les premiers symptômes cliniques, qui va avec le temps diminuer et malheureusement être remplacée par une atteinte plus progressive et dégénérative et qui va donner cette progression dans le temps du handicap. Les traitements vont avoir aujourd'hui, les traitements dont nous disposons sont actifs sur les formes actives de la maladie, pas sur les formes progressives. Donc, on a intérêt à traiter très tôt. Je crois que Audrey et Dr Boutière vont vous, eux, le dire. Je vous ai fait juste… Ah tiens, c'est pas sorti une autre, c'est bizarre. Moi, j'avais rajouté un truc, il n'est pas apparu. Bon, c'est pas grave. Aujourd'hui, quand même, l'évolution va mieux. Mais, juste vous dire 2 mots, cette maladie, même si elle est ancienne, elle date de Charcot, donc les premiers diagnostics, le changement, il date que des trentaines des dernières années. Donc, ce n'est même pas la durée de vie d'une personne. Et moi, quand j'étais interne, je faisais encore les études de dose des interférons, qui aujourd'hui sont totalement dépassés. Et quand on voit le nombre de traitements qu'il y a, alors qu'une personne que j'ai dû rencontrer à l'époque à Toulouse est encore vivante et elle n'a pas encore fini sa vie, ben, on a tellement changé, mais on ne sait pas encore
jusqu'à quel point ça a modifié l'histoire de la sclérose en plaques, même si on a de très bonnes idées, et on a un pronostic qui s'est amélioré. Il y a une diminution des formes avec des séquelles parce qu'on traite de plus en plus tôt et de plus en plus efficacement. Mais on est loin d'avoir guéri cette maladie, loin d'avoir pu tout réparer, et on a beaucoup de challenges devant nous, mais beaucoup aussi d'espoir. Voilà, merci de votre attention.